Bienvenue à tous sur Comwat TV. Donc, tous les mardis soirs à 18h30, on a des invités sur différents sujets liés toujours à la transition énergétique, et notamment le solaire, très souvent. Donc, le café débat, c'est pas une conférence, c'est pas un webinar, c'est un moment où on essaie de recréer un petit peu l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans les cafés qui sont malheureusement fermés. Et donc, l'idée, c'est de discuter de manière très contractée, comme si vous étiez avec des amis. Comme si vous étiez en train de discuter, et puis qu'il y a un ami qui vous dit, tiens, en fait, tu bosses dans quoi, toi? Donc, l'idée, c'est de parler du solaire de manière complètement décomplexée, en disant qu'effectivement, le but, c'est qu'on a aussi des personnes qui sont là, qui peuvent poser des questions. Donc, ils peuvent poser des questions de manière par écrit, donc dans le chat, ou alors allumer leur micro et poser la question à Jérôme. Le but, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes. On pense qu'il faut que tout le monde puisse poser des questions. Après, il faut le faire avec respect. On vous demande de rester Toltec, c'est-à-dire d'avoir une parole qui est correcte, de ne pas faire trop de suppositions et d'essayer effectivement d'aider un petit peu. On peut avoir des avis différents, mais il faut le faire avec respect. Donc après, le but, c'est d'essayer d'échanger. N'hésitez pas franchement à poser des questions même qui vous semblent vaches, parce que le but, c'est pas de coincer la personne avec qui vous parlez. Le but, c'est d'essayer de dire, oui, tiens, c'est une question que j'ai en tête, mais j'ose pas la poser parce qu'on va me prendre pour quelqu'un de pas très sympathique. Mais le but, c'est qu'on se pose des questions, et à partir du moment où c'est posé avec respect, il n'y a pas de problème, et on essaie d'y répondre. Le but, c'est pas de faire changer l'avis ou d'essayer de manipuler les opinions. Le but, c'est d'essayer de discuter de tout, parce qu'on est toujours dans les gens des énergies renouvelables parlent souvent entre eux, les gens des énergies conventionnelles sont toujours entre eux, et donc c'est des sphères qui se côtoient peu. Donc le but, c'est de créer effectivement des ponts entre ces différentes sphères pour que l'échange puisse se créer et qu'on puisse effectivement en tirer, progresser et essayer de construire une transition énergétique qui est un petit peu qui fasse rêver et qui donne envie effectivement de s'y investir pleinement. Donc ce soir, on reçoit Jérôme Sudon, donc qui va se présenter, qui nous a fait donc l'amabilité de bien vouloir se prêter au jeu du café débat. Donc bonsoir Jérôme. Donc on a prévu des petites questions pour toi, mais avant de commencer les questions, je vais te demander de te présenter brièvement, de présenter ton parcours et en fait sur quelles sont tes différentes expertises qui te permettent aujourd'hui d'être effectivement quelqu'un qui est très important pour nous de ce soir d'avoir, pour que tu puisses nous éclairer sur les sujets que tu maîtrises bien. Parfait. Bonsoir à tous. Donc, Jérôme Sud. Donc, moi, je suis directeur général de Trina Solar France System, qui est une entité dédiée au développement de projets solaires. Donc, développement de projets solaires de taille, ce qu'on appelle des projets au sol, donc de taille assez conséquente, ou des projets sur des toitures industrielles ou encore des parkings. Mon parcours, donc moi je suis tombé dans les énergies renouvelables quand j'étais tout petit. Donc ça fait 27 ans. J'ai fait le calcul justement juste un peu avant que tu m'appelles pour savoir quel chiffre j'allais donner. J'ai longtemps dit 20 ans, maintenant ça fait 27 ans. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que du parcours. Moi, ce qui je trouve intéressant, c'est que finalement, en 27 ans, j'ai beaucoup travaillé dans l'éolien, maintenant beaucoup dans le solaire aussi, pour différents acteurs et dans différents pays, puisque j'ai passé 10 ans, j'ai eu la chance de passer 10 ans dans le Pacifique pour faire ce métier-là. Mais ce que je retiens, moi, surtout sur cette période-là de quasi 30 ans, c'est que pour moi, j'ai traversé des phases vraiment très intéressantes du renouvelable. La première, qui est on va dire les années 90 à 2000, qui était la phase marginale, où on était des joyeux hurluberlus, on ne savait pas trop pourquoi on voulait faire du renouvelable, on ne savait pas trop ce que c'était, et on a traversé une phase de marginalisation. 2000-2010, là, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Alors souvent, c'est plus vrai dans l'éolien que dans le solaire, mais on est un peu rentré, on a commencé à s'intéresser vraiment à ce que pouvaient être les énergies renouvelables et cette transition énergétique, avec de temps en temps un peu ce qu'on appelle un peu la phase de dangerosité, où là, les gens se posent des questions. Est-ce qu'il faut vraiment basculer sur cette transition énergétique ou pas. Et là, ce qui me ravit, moi, c'est que j'ai l'impression que cette phase, on est un peu sorti. Les gens ne se posent plus trop de questions et on est rentré dans ce que j'appelle moi l'indispensable. C'est-à-dire qu'on sent bien que la transition énergétique, elle est
quelque part. Alors, je dis pas qu'elle est acquise pour tout le monde et qu'il n'y a plus aucun problème pour la mettre en place, mais en tout cas, on est rentré pour moi dans cette troisième phase et je suis content d'avoir vécu ces 3 phases où on est sorti du débat de l'utilité du renouvelable. On est sorti pour moi du débat du prix du renouvelable par rapport aux énergies conventionnelles. Et somme toute, on est en train de la faire, la transition énergétique. Alors, on va dire, et les gouvernements successifs qu'on peut avoir, on voit bien qu'ils ne remettent pas en cause cette dynamique. Alors, il y a des périodes un peu plus, on va dire, un peu plus dynamiques que d'autres, mais globalement, on est en train de suivre ce programme-là qu'on traduit au travers des plans annuels ou pluriannuels de l'énergie et donc des objectifs qu'on décline après sur les différentes énergies, que ce soit l'hydraulique, l'éolien ou bien le solaire. Avec, et c'était un petit peu le débat d'aujourd'hui, mais je ne sais pas si on va parler de ça ou pas, mais voilà, on sent qu'on est clairement plutôt en retard par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, même si on sent bien que la volonté est là, le renouvelable va remplacer les énergies conventionnelles et 100% de l'électricité sera renouvelable à l'horizon. Et c'est là où c'est là où il y a une vraie débat, c'est à quel rythme il faut le faire, où est-ce qu'il faut le faire. Ok, mais j'ai prévu des questions là-dessus, donc on va y aller progressivement. Si tu bien. Merci pour cette présentation, Jérôme. Donc, du coup, moi, j'ai prévu plusieurs familles de questions. Donc, on va d'abord parler un petit peu des panneaux, parce que tu travailles pour un fabricant, un des plus grands fabricants chinois. Donc, du coup, on va parler un peu de la fabrication des panneaux, si tu peux nous aider effectivement à mieux comprendre. Et l'idée, c'est de faire tomber un peu des idées reçues, à faire de la pub. Hein. On n'est pas là, c'est pas un café débat pour faire de la pub. Non, c'est non. la pédagogie sur voilà ce que c'est qu'un panneau chinois. Il y a des choses qui sont bien dans un panneau chinois et des trucs qui sont moins bien, mais c'est de donner une vision objective parce que c'est souvent épidermique. Quand on dit panneau chinois, c'est presque un gros mot. Donc, je pense que c'est important que tu nous en parles. Et j'ai des questions précises. On regardera ça ensuite. Ensuite, on va parler aussi du solaire en France. Effectivement, qui fabrique des panneaux en France? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment où est-ce qu'on en est? Et après, la question importante du débat ce soir, c'est quels sont les freins et comment arriver à tripler l'installation solaire en France et quels sont les freins à lever pour y arriver. Et après, on fera peut-être une dernière partie sur le solaire dans le monde, effectivement, parce que toi, ta compagnie travaille à l'international, donc effectivement, il y a des pays qui tu viens de dire que la France était un petit peu en retard, mais là, c'est remettre en perspective la France dans le monde. Donc, voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu les différents chapitres. Donc, n'hésitez pas, à chaque fois qu'on aborde un thème, de rester dans le sujet, hein, si on pas trop mélange, parce que ouais, on a quand même un ordre du jour qui est assez chargé aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à prendre la parole au moment où je vous y invite pour pouvoir poser directement la question à notre invité ce soir qui est Jérôme Sud. Alors, au niveau des panneaux solaires, est-ce que tu peux rapidement, en 1 ou 2 minutes, nous dire la composition, ce qui compose un panneau solaire? Très rapidement, je pense que les gens qui sont connectés le savent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, les panneaux solaires utilisent des composants qui vont nous manquer. Si aujourd'hui c'est marginal, mais si on était à 100% énergie renouvelable, on n'aurait jamais assez de matière. Alors, il y en a qui parlent de terres rares, de métaux rares, etc. Qui sont des inventions de communicants pour faire comprendre aux gens comme quoi, effectivement, c'est une voie qui est très coûteuse. Alors, voilà. Explique-nous un petit peu ce qui compose un panneau solaire rapidement, selon ton analyse. Et est-ce qu'il y a des bottlenecks? Est-ce qu'il y a des choses qui risquent de nous manquer si demain on décidait, comme c'est prévu dans les roadmaps, que dans un mix 100% énergétique, je crois que 60% c'est du solaire et 40% c'est de l'éolien, ou avec l'hydraulique au troisième. Mais du coup, est-ce que si on veut produire 60% de l'énergie sur Terre électrique, faire toute la mobilité électrique, 100% électrique avec des panneaux solaires, est-ce qu'il y a un bottleneck? Est-ce qu'il y a des facteurs limitants? Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est polluant? Ok. Donc, peut-être la première chose que je vais faire avant de rentrer dans le détail de la composition des panneaux, c'est de peut-être remettre le panneau à sa place, en fait, dans cette. Parce qu'effectivement, on se concentre beaucoup sur le panneau, mais c'est un peu, j'utilise une image, moi, qui est
je ne sais pas si elle peut parler, mais c'est un peu comme si on se concentrait sur la marque du tracteur d'un producteur de légumes bio. La finalité, c'est pas le panneau, la finalité, c'est l'énergie qu'on produit. Et quand je dis le remettre à sa place, c'est déjà se rendre compte que finalement, dans un investissement, quand on fait un investissement solaire, le panneau en lui-même, alors bon, je parle d'argent, mais c'est assez représentatif, représente souvent moins de 30% de l'investissement. C'est-à-dire que, et donc ça, c'est important de se rendre compte que la périphérie du panneau, alors bon, là, si je parle par exemple des projets au sol, c'est-à-dire que la partie fondation, raccordement au réseau, génie civil, etc., tout ce qui va accompagner le panneau, le module, c'est 70% de l'investissement. Donc déjà, ça le remet un petit peu à sa place. Une autre manière de le remettre aussi un petit peu à sa place, le panneau, c'est finalement de regarder la valeur ajoutée, c'est l'énergie qui est produite. Le watt solaire, une fois qu'on a investi dedans, alors déjà, ce qu'on vient de dire, c'est qu'une fois quand on a mis 1 euro dans le watt solaire, on a mis 3 euros sur le reste de l'installation, mais quand on met 7 euros-là, il faut faire le calcul de ce que lui peut rapporter. Et là, on voit qu'on démultiplie. En gros, un watt, aujourd'hui, on va le payer de l'ordre de 20 centimes, et à la fin de la vie du panneau, après son recyclage, etc., on aura créé plus de 4 à 5 euros de valeur électrique. Voilà. Donc, je crois que ce qui est important, de voir que le panneau, quelque part, le module est un moyen de transfert énergétique et pas forcément au cœur, en tout cas, ou à la place qu'on le met dans le débat. Alors, juste, excuse-moi, si tu me permets de couper un instant, quand tu dis effectivement que le panneau représente moins de 30% du prix du projet, tu parles de grands projets, parce que toi, tu travailles surtout sur des grands projets qui sont des projets de grande toiture. Nous, sur la partie résidentielle, le panneau solaire représente moins de 10% du prix du projet. C'est-à-dire que si effectivement quelqu'un paye un projet autoconsommation pour une famille de 4 personnes, va le payer 9 000 euros, les panneaux solaires, c'est moins de 1 000 euros, rien que les panneaux. Après, bien sûr, il faut les poser, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, je comprends ton image, effectivement, de dire que le panneau solaire, c'est le tracteur du cultivateur bio, c'est un outil, mais c'est pas lui qui fait le maximum. C'est pas la finalité, exactement. Et c'est effectivement ce chiffre de 10% est encore plus intéressant dans ce schéma-là. Et c'est vrai qu'on concentre. Et par contre, le panneau concentre en tout cas 95% du débat qu'il peut y avoir. Exactement. Ça, c'est un premier élément. Après, bon, on ne va pas rentrer dans des éléments trop techniques, mais effectivement, il y a pas mal de fausses informations qui circulent. Un panneau, c'est du silicium, c'est du verre, principalement, c'est de l'aluminium pour le câble. Donc, on a là des matériaux, qui sont en termes de ressources disponibles, donc pas de pénurie en vue, et justement aussi une répartition, on va dire, géographique assez large sur ces technologies-là. Et un niveau de recyclabilité qui est beaucoup plus élevé que la plupart des appareils électroménagers ou des autres composants qu'on peut trouver. Donc là-dessus, je pense qu'effectivement, bon, il y a pas mal de. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne vais pas rentrer dans le détail chimique des compositions, mais il y a pas mal de désinformations, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui circulent à ce niveau-là. Donc, pas de frein pour moi d'un point de vue ressources sur cette technologie, mais effectivement, un marché et une technologie qui continue à s'améliorer en termes de performance, qui continue à avoir des prix de plus en plus optimisés, on va dire, et qui permettent d'avoir une énergie de moins en moins chère, qui est maintenant, peut-être pas peu importe la ressource, mais on va dire les 2 tiers de la planète, l'énergie là probablement la moins chère à produire. Ok. Très bien, merci. Alors, il y a des questions qui sont posées par Patrick qui nous dit, pour un panneau fabriqué en France, les cellules, alors on parlera après des panneaux français. Non, on va parler de la Chine après, on va parler de oui, on parlera des panneaux français. Donc, du coup, la question de Patrick, on la reprendra juste après Mais aujourd'hui, pour un panneau qui est fabriqué chez Trina, que représente en termes de valeur ajoutée la cellule dans le prix du panneau? La cellule dans le prix du panneau. Est-ce que c'est 80%, 90%?
Oui, alors j'ai peur de balancer un chiffre à la grosse, mais effectivement, c'est entre 70 et 80% Ok. la cellule. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, bon, après, c'est du verre, donc le verre relativement peu Ouais, cher. En ouais. plus, on est beaucoup sur des technologies maintenant bifaciales. Donc, effectivement, donc la cellule est d'autant plus importante que on récupère l'énergie des deux côtés du panneau. Donc, c'est vrai que sur la technologie bifaciale, on va dire que le verre reprend une proportion un peu plus importante parce qu'on a du verre des deux côtés. Mais bon, on a d'autres avantages. Mais oui, c'est de l'ordre de 70 à 80% sur la cellule. D'accord. Et une autre question de Patrick, c'est qu'il disait quelle est la source du chiffre de 10% dans un panneau solaire, dans un projet individuel. Là, je réponds à Patrick directement. En fait, il suffit que Patrick aille sur un site internet, qu'il aille sur le site, par exemple, de Ikea qui vend des projets clés en main pour les particuliers. Donc, vous faites un devis en ligne, ça prend 2 minutes et vous voyez le prix. Un projet pour une famille de 4 personnes, en gros, de 3 kilos, c'est autour de 9 000 euros. Et après, vous allez effectivement, donc, ce qui correspond au prix moyen des installations en France aujourd'hui vendues sur le résidentiel. Et ensuite, vous tapez panneaux solaires. Juste, vous allez sur. Parce qu'il y a un marché du do-it-yourself. Hein. Vous pouvez effectivement aller, vous allez par exemple sur Oscaro ou sur des sites qui vendent du détail pour l'installer soi-même. Vous verrez combien coûte un panneau. Vous verrez que les panneaux solaires pour faire 3 kW crête, vous allez les payer moins de 1 000 euros. Donc je vous laisserai faire le calcul, mais vous verrez qu'on reste dans ces prix-là, sachant que sur les sites internet que vous achetez pour les particuliers, vous payez bien plus cher que ce que paye un artisan qui achète un volume important de panneaux solaires. Donc effectivement, quand on regarde, nous, le côté un peu sous le capot, un petit peu la mécanique, on s'aperçoit que c'est vraiment le panneau devient une partie marginale du projet. Ok. Alors ensuite, maintenant, on va parler des panneaux, effectivement, des panneaux français. Donc, est-ce que le panneau solaire français existe? J'ai envie de te poser la question. Est-ce que ça existe vraiment, Jérôme? Parce qu'on sait que, par exemple, en France, on a on peut parler du slip français, qui est une marque qui joue sur voilà, le Made in France. Est-ce que le slip français existe, mais est-ce que le panneau français existe vraiment? Alors, sur quelques spécificités un peu franco-françaises, notamment, donc on a deux spécificités françaises sur le développement du solaire, notamment du solaire au sol. Un, le bilan carbone, c'est-à-dire qu'on exige des bilans carbone. Alors là, il peut y avoir tout un débat et je pense qu'on peut faire plusieurs cafés débats sur comment on calcule le bilan carbone, qu'est-ce qu'on prend en compte dans le bilan carbone, est-ce qu'on prend en compte les importations, les exportations du pays, voilà, pour faire un calcul, mais on va dire que on a une bonification. Alors ça concerne pas le marché des particuliers, c'est plus pour les projets au sol qui obtiennent des tarifs d'achat au travers de systèmes d'appel d'offres et creux. Enfin, je ne sais pas si je rentre plus dans ces détails. Non, non, non. Mais on a des bilans carbone qui sont difficiles à atteindre et certains panneaux français arrivent à survivre, on va dire, avec cette règle du bilan carbone. Et quand on Alors, combine, mais, oui. Ma question, effectivement, sans rentrer dans le détail effectivement du Oui, bilan de oui, carbone de Jacques Panot, qui est quand même sujet à quand même sacré beaucoup de discussions, avec même oui. aussi des appels d'offres qui ont été annulés à cause de ça, etc. Mais c'est juste pour vous dire, dans ma question, je disais, est-ce que le panneau français existe? Parce que pour moi, il n'existe pas. Parce que pour un panneau solaire, Survie par rapport à ces non, mais deux. il faut faire des cellules, il faut purifier le silicium, il faut faire des cellules, faire des Ah, wafers, trancher, etc. oui, Aujourd'hui, oui. il n'y a Non. personne en France qui est comme Trina, intégré complètement verticalement et capable de faire des panneaux de A à Z. On a des gens qui achètent des cellules en Asie et qui les installent en France. Il y a des gens qui achètent des panneaux voilà, mais il n'y a personne qui fait de A à Z un panneau. Donc, en termes de fabricants, Mais, mais je vais même aller plus loin, même Trina. Qu'est-ce que c'est que faire un panneau, en fait? La question, et c'est vrai que souvent, on met une étiquette d'un pays sur un panneau par son assemblage. C'est-à-dire que c'est le dernier qui a fini le job qui dit le panneau, il est chinois ou il est français. Mais regardez les panneaux Trina, les wafers sont norvégiens, il y a une partie, il y a du verre allemand, du verre français qui est utilisé sur et qui est exporté en Chine pour les panneaux. Il y a une partie de la production qui est en Thaïlande, il y en a une autre qui est en Corée. Mais effectivement, alors, on prend comme définition, comme origine
je pense que c'est une erreur qu'on fait pas uniquement sur le solaire. C'est-à-dire que c'est très difficile d'arriver à tracer un produit industriel maintenant et de réellement savoir quelle est la valeur ajoutée qui a été faite dans quel pays, quoi. Mais l'assemblage, on va dire, et tu as raison sur le fait que l'assemblage français ou l'assemblage chinois, dans tous les cas, c'est des composants qui arrivent d'un petit peu partout sur la planète, hein. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu le calcul qui avait été fait pour un iPhone. Effectivement, ils avaient regardé, pour un iPhone, c'est des composants qui viennent du monde entier. Et c'est un iPhone vendu 800 € en France, la valeur créée en Chine, c'était de l'ordre de 35 €. Parce que c'est effectivement, les processeurs venaient des États-Unis ou du Japon, la matrice venait du Japon, etc. L'écran venait du Japon. Donc, du coup, c'était 35 €. Alors, toi, par rapport à ce que tu vends comme panneau, est-ce que tu sais ce qui est créé comme valeur en Chine ou pas? Ben, la valeur qui est créée en Chine, elle est liée effectivement à cette partie assemblage. C'est-à-dire qu'on va dire que le panneau chinois, il n'est pas. La négociation, elle est plus forte au niveau des constructeurs chinois. Pourquoi? Parce qu'eux, ils font des volumes. Ouais. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que un panneau français aura du mal et ne sera jamais compétitif par rapport à ces gros producteurs chinois uniquement pour une question de volume. Juste pour vous donner un chiffre, Trina Solar, qui est pas le plus gros producteur, mais qui est dans le top 3, top 5, ça dépend des années, des productions de panneaux, produit 6 gigawatts de panneaux solaires par an. En France, depuis qu'on fait du solaire, on a 10 gigawatts installés. Donc, en un an et demi, les usines Trina produisent ce que nous, on a installé depuis 20 ans dans ce pays-là. Donc, on voit que l'effet marché, en fait, permet à ces gros industriels d'avoir des prix très, très bas, finalement, et une technologie très mature avec des garanties. On peut proposer des garanties sur 30 ans. Ce qui est vraiment intéressant, je vous invite à aller voir. Il y a un petit film qui circule sur la nouvelle usine Trina. Alors, allez voir Trina ou alors, je ne suis pas là pour faire de la promotion, mais sur une usine de production du nouveau Vertex 600, qui est le nouveau panneau Trina. Ce qui est vraiment impressionnant quand vous regardez cette vidéo sur Internet, c'est je l'ai regardé et je ne comprenais pas ce qui me choquait au départ, ce qui me surprenait, et je l'ai regardé 3 fois, et ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a personne. Ouais. Il n'y a absolument personne dans l'usine. On voit juste un bonhomme à la fin qui charge des palettes sur un camion, mais tout le process est automatisé. Et donc, en fait, là où on se trompe, alors on va rentrer dans le débat franco-chinois, et j'aime bien le pratiquer, mais là où on se trompe, c'est que quand on dit Chine, on se sent écrasé par le nombre. Déjà, on fait une erreur, pour moi, fondamentale. Si je pose la question combien de Chinois pour un Français, je suis sûr que, alors je ne vois pas les choses qui apparaissent, mais souvent ce qu'on me répond c'est 1000, 500. Enfin, si on devait répondre comme ça très rapidement, on dit des chiffres incroyables. Non, il y a 20 Chinois pour un Français. C'est beaucoup, mais ce n'est pas 1000, ce n'est pas 10 000. Si je dis combien de Chinois pour un Européen, il y en a 3. Donc, on reste dans des proportions raisonnables. Donc, en fait, l'erreur qu'on a pu faire sur le solaire, c'est de ne pas avoir créé ce gros industriel européen capable de répondre au marché européen. Et effectivement, il y a eu les Espagnols se sont jetés dans la bataille, les Français, on pensait qu'ils étaient plus malins que les Allemands, on pensait qu'ils étaient plus malins que les Italiens. Et tout ça a fait de tout un tas de petites unités. Alors, très bien, au départ, je pense qu'il fallait commencer comme ça, sauf qu'il y a un moment, il aurait fallu les fédérer et il aurait fallu faire naître un gros industriel capable de concurrencer des usines comme ça ou des industriels qui produisent jusqu'à, ne serait-ce que de produire 1 ou 2 gigas. Voilà. Mais je pense que c'est on s'est dispersé façon puzzle et forcément, une fois que ces pays-là, alors avec leur marché intérieur, ont mis en place, parce que ça a été l'autre problématique de ce développement en dehors de l'Europe de la production des modules, c'est qu'à un moment, il fallait faire un choix et c'était un choix politique. Oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est une course à un investissement.
Tu vois bien que pour acheter tous les ans, il y a des nouvelles machines qui sortent, qui fabriquent des panneaux moins chers. Et si tu n'es pas capable de racheter tous les ans des machines, si tu n'es pas capable de mettre des milliards d'euros tous les ans dans des machines, tu n'es pas capable de baisser le prix de fabrication et tu te fais larguer, comme Photowatt en France. Photowatt, d'abord son actionnaire canadien qui venait du monde automobile, et ensuite EDF, n'ont pas investi dans de nouvelles machines. Donc aujourd'hui, Photowatt est quasiment au bord du gouffre parce qu'ils ont des vieilles machines qui produisent à des prix, à des panneaux qui sont invendables en termes de prix. Donc du coup, la technologie, elle n'est pas forcément chinoise. C'est les machines, les technologies, les brevets sont allemands et suisses, italiens, etc. et autrichiens. Mais par contre, nous, en Europe, on n'a pas cette capacité d'investir. Et dans la durée, on n'est pas capable de pouvoir dire aujourd'hui, au niveau, il n'y a pas d'investissement industriel lourd en France. Aujourd'hui, je vois toutes les semaines, j'entends qu'il y a une nouvelle usine de Gigafactory de batteries qui se lance. Là, il y a une start-up cette semaine, je ne sais pas si tu as suivi, qui s'appelle Northvolt, qui s'est créée dans le nord de l'Europe et qui a 27 milliards de carnets de commandes. 27 milliards. Pour pouvoir fabriquer pour Volkswagen, etc. Et donc, c'est aux usines Gigafactory qui représenteront effectivement les gros enjeux pour demain. Il n'y en a pas en France. Il n'y en a quasiment aucune qui décide en France. Donc, effectivement, la France, aujourd'hui, la finance n'a pas choisi la France pour investir son argent. Ils investissent ailleurs. Donc, du coup, ce n'est pas un problème technologique, ce n'est pas un problème de manœuvre. Tu l'as montré toi-même, c'est qu'effectivement, une usine de panneaux solaires, c'est entièrement automatisé. Donc, ce n'est pas parce que le prix de la manœuvre est moins cher en Chine qu'on le fait en Chine, c'est parce qu'en Chine, ils ont accès à la finance. Et nous, on n'a plus de finance. Mais là où je tiens exactement le même discours, sauf que d'un côté, je mettrai la finance, qui n'a pas suivi, et en Chine, je mettrai l'État. Les milliards, ça a été une décision politique. C'est fléché. Ouais. Voilà. Et nous, au moment, alors quand je dis nous, on peut en vouloir plus à l'Europe probablement qu'à la France, mais c'est vrai que la position de la France là-dedans, déjà, le solaire, on a commencé par confier ça, le développement du solaire, au CEA, au Comité d'énergie atomique. Ouais. Donc ça ressemble quand même à un enterrement de première classe. C'est clair. Donc, on a de suite, alors ça, je crois qu'André Joffre le dit de manière plus, plus imagée, mais parce que lui, il a participé à ces débats-là, à cette époque-là, et finalement, on a de suite dit, non, mais si on met de l'argent dans le solaire, on se tire une balle dans le pied avec EDF et avec les choix qu'on a pu faire. Oui. Donc on va pas pousser dans ce sens-là. Voilà, je pense qu'on a raté et donc on a perdu tout ce pan de l'industrie. Et si la France n'y croyait pas, ça a été difficile pour faire naître, on va dire, un grand projet européen autour du solaire, je suppose. Et donc voilà comment on est arrivé à cette situation. Ok. Alors, du coup, ce qui est donc effectivement la finance est plutôt en Chine. Alors, on sent qu'il y a un montée aujourd'hui dans le plan de relance du Made in France, acheter local, etc. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que tu connais des projets de gros groupes industriels chinois ou asiatiques qui auraient l'envie d'importer, de s'installer en France et de faire une usine complète? Parce que en théorie, on pourrait fabriquer des panneaux en France au prix des panneaux de fabrication, le coût de revient qu'on a en Asie actuellement. Il suffirait de mettre suffisamment d'argent pour acheter des machines de dernière génération. On pourrait très bien fabriquer ces panneaux-là en France ou en tout cas en Europe. Est-ce qu'il y a des projets de gros acteurs asiatiques de s'implanter en France? Alors, moi, personnellement, je ne connais pas. La discussion qu'on a pu avoir, nous, en interne chez Trina, c'est que c'est effectivement pas une volonté aujourd'hui. Il n'y a pas cette volonté-là parce que déjà, le marché est regardé comme un marché européen. La France, clairement, on est, bon, si on était sur le rythme, on va dire, sur lequel on devrait être, c'est 3 gigawatts de panneaux par an. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif, mais peut-être pas au point de, voilà, quand on voit que le 5e producteur mondial produit à peu près le double, il n'a pas peut-être l'intention de le faire, surtout qu'on est sur des marchés qui en plus ont des visibilités, on va dire, à plutôt moyen terme, donc monter ce type d'usine. Chez Trina, c'est pas d'actualité.
Pour d'autres, peut-être, moi je pense qu'il pourrait y avoir un gros opérateur européen et un panneau européen, pas deux, mais, quelques, mais je ne vois pas se fédérer quelque chose autour de ces technologies-là. Ou alors s'intéresser à des marchés de niche. Donc on a parlé, bon voilà, ces histoires de bilan carbone, mais qui pour moi il y a un faux débat. Il y a un autre marché de niche qui est lié au module à verre, à ce qu'on appelle Albarino ou anti-reflet pour tout ce qui est problématique aviation civile, etc. On voit que c'est très difficile de lancer des petites productions quand on a des demandes très spécifiques de panneaux. Et peut-être qu'effectivement, un industriel européen pourrait être plus flexible et être sur ces marchés de niche. Mais sinon, sur les gros volumes, sur les panneaux, on va dire bon marché et fiable, voilà, j'ai un peu peur que c'est une industrie qui ne revienne pas rapidement sur le territoire européen. Ok, il y a une remarque de Gilles là, qui met dans le chat, qui dit effectivement, il dit bon, effectivement, est-ce que finalement c'est l'enjeu de fabriquer en France? Est-ce que effectivement, comme la valeur, 90% de la valeur est faite, enfin entre 70 et 90% de la valeur est faite à l'endroit où on installe, effectivement, ça peut être comme une maison. On peut dire que c'est pas parce qu'on fabrique pas les tuiles qu'on peut pas faire des maisons, quoi. Donc oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on remet le panneau dans sa juste proportion, et quand on voit l'avance en termes de volume et en termes de garantie et de capacité de production des autres pays, je ne sais pas si c'est un combat qu'il faut vraiment mener, quoi. Je sais pas si Ok, on va passer effectivement sur le chapitre solaire en France. Alors aujourd'hui, quels sont les freins qui empêchent la France d'avancer dans ses objectifs? On est en retard. Effectivement, on devait atteindre 22%, on est à 18% d'énergie renouvelable en France. On est le pays le plus en retard en Europe au niveau des énergies renouvelables. Je crois que par rapport à l'atteinte des objectifs, on est 25e ou 26e sur l'Europe. Alors, quels sont les freins pour toi qui empêchent la France de tenir ce rythme? Alors, oui, ouais, comme tu le dis, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a quand même des lois de programmation et notamment ces plans qui nous permettent d'augmenter notre capacité solaire. On voit qu'effectivement, sur l'objectif 2023, on est à 50%. En 2023, c'est demain, donc on n'atteindrait pas l'objectif 2023. Donc, on a mis un objectif 2028 beaucoup plus ambitieux. Comme ça, on oublie un petit peu l'objectif 2023 et on va essayer de redresser la courbe. Et pour faire simple, il faut tripler la capacité installée. On installe un peu moins d'1 giga par an et il faudrait passer à 3 gigas pour tenir ce rythme et pour que le solaire prenne la place qu'il doit prendre dans notre mix énergétique. Sur le solaire, de toute façon, il n'y a pas, c'est pas bien compliqué. Il y a 3 composantes dans un projet solaire, que ce soit sur des toitures ou des grands projets au sol, c'est toujours les mêmes. C'est la ressource, c'est le raccordement au réseau. Alors, hormis l'autoconsommation, ça je te laisserai peut-être en parler, mais moi je vais parler de ce qui est raccordé au réseau. Donc, c'est la ressource solaire, c'est le réseau et c'est la maîtrise foncière, c'est le foncier. On va dire que sur la ressource, c'est plus un sujet. Partout en France, y compris totalement au nord de notre pays, avec l'ensoleillement qu'il peut y avoir, on sait produire une énergie compétitive avec les énergies conventionnelles. Donc, plus de débat sur la ressource. Du solaire, on peut en faire partout. Voilà. Ça, c'est une chose que je voulais évacuer. Le réseau électrique, il a été, lui, dessiné pour partir de gros moyens de production, typiquement des centrales nucléaires, et aller distribuer. Donc on part, on a les lignes de transport, puis après le réseau de distribution, et on part de la production, et on va comme ça vers la consommation. Alors, ce réseau en France, il est très maillé, il y a du réseau partout, ça c'est une bonne chose, mais effectivement, il est encore dans cette configuration où on a des grosses unités de production et on ne l'a pas encore suffisamment transformé pour considérer que la production, maintenant, elle va être au bout des fils. C'est-à-dire que la production, elle va être un peu partout et l'énergie, il va falloir qu'on la distribue localement, puis qu'elle remonte. Voilà, elle va commencer à remonter un courant qui n'était pas fait pour monter. Mais là, on voit qu'il y a clairement, sur ces 10 dernières années, déjà, une chose qui est intéressante, c'est un vrai changement de mentalité au niveau de l'opérateur des réseaux. C'est-à-dire que
il y a 20 ans, croyez-moi, une réunion avec, avec Enedis ou RTE, on n'était vraiment pas pris au sérieux dans nos demandes. Maintenant, on sent que intégrer le renouvelable sur le réseau, c'est une vraie préoccupation et on voit qu'il y a des solutions, voilà, avec probablement qu'il faudra rajouter du stockage. Il y a aussi des possibilités de faire ce qu'on appelle des réseaux virtuels pour tracer l'énergie et éviter des infrastructures. Donc, on va dire que le réseau, il est en train de se transformer et c'est pas je le mettrai pas comme un frein. Il y a encore des choses à faire. Des fois, ça ralentit un petit peu le système, mais c'est pas ce qui freine. Ce qui freine clairement, c'est le foncier. Ce qui freine clairement, c'est où on peut faire du solaire en France, dans quelles conditions. Et finalement, on se rend compte qu'on se heurte souvent à un problème purement urbanistique, sur un problème de discernement, je dirais. C'est-à-dire que on a des terrains qui sont très adaptés à faire du solaire. Bon, je prends un exemple. Hein. Vous avez un terrain qui est totalement enclavé entre une ligne TGV, une autoroute, très difficile d'accès, pas constructible, mais classé agricole. Et là, vous ne pouvez pas faire de solaire dessus. Alors que il pourrait y avoir une certaine logique si les enjeux environnementaux sont faibles sur ce terrain-là, qu'on fasse du solaire là, mais quelque part, c'est pas sur ce terrain qu'on nous incite à aller. Par contre, on va avoir une ancienne carrière, un peu plus loin, qui est un vrai nid de biodiversité parce que il y a des zones humides, parce qu'il y a. Et là, d'un point de vue urbanistique, on va nous expliquer, comme c'est classé comme un terrain qui a été anthropisé, c'est-à-dire un terrain dégradé, parce que ça a été dans le passé une carrière, on va nous dire allez sur ce terrain-là. Et finalement, quand on va faire des études environnementales sur ce terrain-là, on va se rendre compte que c'est très compliqué, voire pas faisable de faire le projet. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener. Et cette réflexion, ce frein à lever, c'est cette approche, dire chaque collectivité devrait se poser la question de produire à l'échelle d'un territoire son énergie, donc de trouver une zone la plus adaptée pour un projet solaire, et à ce moment-là, de modifier les documents d'urbanisme pour le faire. Voilà. Donc pour moi, tu penses que c'est le frein principal pour toi? Pour moi, dans les domaines sur lesquels on travaille, c'est le frein principal. Après, il peut y avoir des leviers, lever des leviers plus rapidement, c'est-à-dire que typiquement, on ne construit plus de parking s'il n'est pas couvert. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à construire des parkings et qui mettent pas d'ombrière dessus. Ça devrait être totalement interdit. Voilà, tout ça, on est encore dans l'urbanisme, mais où il y a des régions, pas en France, mais je crois que si vous allez à Barcelone, vous n'avez pas le droit de construire un bâtiment s'il ne produit pas plus d'énergie que ce qu'il consomme. Sinon, vous n'avez pas le permis de construire. Madame Michu, quand elle pose son permis de construire, elle met des panneaux solaires si elle en a envie. Je pense que là, si on voulait accélérer cette transition et mettre plus de panneaux, il faudrait passer par. Alors, j'aime pas utiliser le terme obligation parce que ça paraît un peu radical, mais voilà, construire un bâtiment et pas se poser ces questions-là, c'est vraiment dérangeant. J'ai un exemple qui me vient et qui m'irrisse les poils à chaque fois, c'est un magasin Lidl qui s'est construit à Béziers, qui était en plus en face de là où je travaillais. Donc, et on travaille dans les énergies renouvelables, qui a un seul pan incliné, un superbe pan incliné, le bâtiment, plein nord. C'est-à-dire qu'il y a un architecte qui a déjà, alors je ne sais pas, peut-être que l'architecte était australien, qui s'est trompé d'hémisphère, ou j'en sais rien, mais il a mis le plan incliné de ce bâtiment en plein nord. Donc lui, il a dessiné comme ça, quelqu'un lui a délivré le permis comme ça, et là maintenant, il y a des clims qui tournent plein pot pour réfrigérer le bâtiment. Donc ça, voilà, tant qu'on n'aura pas agi sur je pense qu'il y a un moment, ça doit bloquer. Si son permis ne doit pas être délivré, quelqu'un lui dit, garçon, il faut tourner ton bâtiment et que la toiture soit dessus. Même si tu ne veux pas faire l'investissement aujourd'hui, quelqu'un pourra le faire demain. Et voilà. Donc je pense qu'il y a probablement, mais on est encore dans le domaine de l'urbanisme,
les collectivités doivent prendre leurs responsabilités et elles doivent agir en ce sens, c'est-à-dire pas plus autoriser de parking s'ils ne sont pas couverts, tourner les bâtiments dans le bon sens et exiger que les gens fassent ce type d'investissement. Voilà pour moi les éléments principaux. Alors voilà, du coup, il y a Gilles, il y a Christophe il y a Gilles qui parlait de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Alors, est-ce qu'il y a des choses est-ce que la CRE bloque actuellement? Alors, je sais que nous, pour tout ce qui est autoconsommation collective, la CRE bloque et empêche effectivement de ce nouveau modèle économique d'émerger. Et toi, sur les grands projets que tu rencontres, est-ce que la CRE est un accélérateur? Non, alors, nous, sur les grands projets, la CRE régule, elle joue son rôle. On sent bien que elle ouvre la vanne quand les tarifs sont bas. La CRE, pour ce qui est des grands projets, elle n'a qu'un souci, c'est que les prix baissent. Et que, puisqu'elle elle délivre, on va dire, des tarifs d'achat. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, la composition du tarif, mais en gros, ça correspond à des tarifs d'achat sur les 20 premières années de la vie du projet. Donc, elle n'a qu'un souci, c'est que elle continue à observer cette baisse de l'énergie et elle ouvre les vannes en conséquence. Mais on va dire que j'ai cru voir que les appels d'offres, ils n'étaient pas très bons là. Le prix montait là. Le prix remontait, ouais. Non mais c'est fou quoi. Dans tous les pays du monde, le prix baisse et en France, ça augmente parce que les contraintes réglementaires sont trop débiles, c'est ça? Oui, alors il y a les contraintes réglementaires, il y a on va dire une certaine stabilisation au niveau des modules. Il y a cette contrainte, et pourquoi il y a cette stabilisation et pourquoi ça remonte? Parce qu'on a mis en place ce système de bilan carbone où on veut être plus vertueux sur nos panneaux, qui, voilà, c'était peut-être pas le sujet du jour, mais qui est très discutable, on va dire, en tout cas sur l'analyse, parce que on est très fort pour expliquer que, encore une fois, le bilan carbone d'un panneau, ça va être l'endroit, le pays, enfin, on va dire la manière dont on consomme l'énergie, le pays dans lequel le panneau va être fini d'assembler. Ce qui est, bon, on a bien compris que ça pouvait privilégier quelques petits producteurs de modules européens, mais au détriment du prix de l'énergie, tout simplement. Et quelque part, quand on regarde des gros producteurs d'énergie, si je prends que Trina, la totalité de l'énergie consommée par les usines Trina, c'est de l'énergie renouvelable, à 100%. Donc, quelque part, si on voulait regarder le bilan carbone de l'industriel, il est très bon. Sauf qu'on va se focaliser sur le bilan carbone du pays. Voilà. Alors, c'est quoi aujourd'hui le bilan carbone d'un panneau, d'un kilowattheure qui sort d'un panneau Trina? Tu le connais ça? Ah, les tonnes de CO2? Oui, en fait, aujourd'hui, en France, on a un mix énergétique qui est autour de 70 grammes de CO2 par kilowattheure qui dans le mix énergétique français, avec le nucléaire qui est un peu en dessous et puis le charbon-gaz qui est largement au-dessus. C'est quoi aujourd'hui est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il y a un écart type qui est très important? Parce que tu as dit, effectivement, vous avez différentes usines et que c'est compliqué de faire des moyennes. Mais c'est quoi la fourchette à peu près? La fourchette, c'est à peu près 30% sur le bilan carbone. Donc, quand on a des bilans carbone à 400, avec des bilans carbone à 600 ou 650. Donc, c'est à peu près 30% d'écart, quoi. Hein. Donc, et qu'on ne sait pas rattraper parce qu'effectivement, le mode de calcul du bilan carbone. J'ai pas vraiment de problème avec le bilan carbone, mais j'ai plus un problème avec son mode de calcul. Parce que pourquoi? C'est facile, typiquement, moi, je montre mon téléphone, mais c'est facile d'expliquer que la France a un très bon bilan carbone quand tout le monde a un téléphone qui n'est pas produit en France. C'est très facile d'être vertueux quand on importe de l'extérieur que des éléments qui se. Donc, moi, je crois que le vrai bilan carbone de la France, c'est pas, on ne doit pas regarder que ce qu'on produit, on doit regarder ce qu'on importe aussi. Oui. Et notre bilan carbone, il est probable, et donc il est plus lié à notre niveau de vie, à notre consommation. Voilà, c'est là où c'est un peu révoltant, on va dire, et où on se met cette contrainte privilégier une industrie qui n'existe malheureusement plus, au détriment d'un tarif, comme tu viens de le dire, qui finalement qui se stabilise ou même qui remonte sur certains appels d'offres. Ouais, qui remonte en France, mais qui baisse dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on est sur des records de prix
on est à 1,5 centime le kilowattheure sur les appels d'offres qui sont sur les gros projets au Portugal, en PPA, correct. Alors qu'en France, on est deux fois plus cher, quoi. Largement. Largement. Donc, nous, on le voit aussi dans le solaire résidentiel. Dans le solaire résidentiel, dans tous les pays d'Europe, le kit 3 kg pour un particulier, fourni posé avec les mêmes matériels, avec les mêmes panneaux, les mêmes onduleurs, il est 2 fois moins cher dans les pays d'Europe, tous les pays d'Europe quasiment, qu'en France. Donc, on a quand même un sacré fardeau en France, et c'est qui se paye, c'est le consommateur. C'est pas... Donc c'est un petit peu rageant quand même. Oui, puis on essaye de compenser finalement ces erreurs du passé qui sont la désindustrialisation et le fait qu'on n'a pas cru, on n'a pas investi au moment où il fallait investir dans ces technologies. Et on compense maintenant avec une espèce je sais pas comment le qualifier, mais enfin, c'est totalement illusoire de penser qu'on peut, par le biais de ces bilans carbone, recréer une industrie. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut mettre de l'argent, il faut créer un industriel, il faut aider un industriel. Ça, et puis après, il y a des études qui sont assez intéressantes qui ont été. Il y a un problème, j'ai plus le micro de Philippe. Voilà, Philippe avait mis son micro en marche. Donc je disais que il y a des études, en fait, effectivement, le bilan carbone du panneau solaire était très mauvais il y a 10 ans. Il y a eu une étude qui est sortie dans Nature, dans le magazine Recherche, qui montre qu'effectivement, à chaque nouvelle génération de machines, fait des panneaux qui consomment moins d'énergie parce qu'ils coûtent de moins en moins cher à fabriquer, donc ils consomment de moins en moins d'énergie. Et du coup, aujourd'hui, on est sur, effectivement, alors il y a plusieurs personnes donc il y a Maël qui dit qu'effectivement, aujourd'hui, l'ADEME donne 55 kilos. Alors c'est des grammes par kilowattheure. Oui, aujourd'hui, mais c'est des chiffres qui sont avec des gros écarts types, effectivement, très importants. Aujourd'hui, le magazine Nature avait dit d'après les projections, les derniers chiffres, on arriverait autour de entre 20 et 30 grammes par kilowattheure, avec une projection, parce que c'est une courbe qui progresse, hein, aussi bien le prix du panneau solaire baisse, l'énergie pour le faire baisse, la quantité d'argent dedans baisse, etc. Donc, on est sur des prévisionnels de baisse et on pense que, d'après les courbes de la dernière étude, montre qu'on serait sur un bilan carbone qui serait autour de 10 grammes vers 2025, donc qui serait extrêmement intéressant. Donc, on est en progression, effectivement, c'est quelque chose qui sera très attractif dans le futur, mais qui aujourd'hui ne l'est pas encore. Et après, ça dépend comment on compte. C'est vrai, effectivement, si 100% des usines sont alimentées avec des énergies renouvelables, c'est pas pareil que si 100% des usines sont alimentées en charbon. Donc, je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait, pour le coup, pousser la réflexion, et pas uniquement parce que ça arrangerait Trina, mais je pense que ça pousserait les industriels à se sourcer en énergie renouvelable pour avoir un cercle vertueux au niveau de l'industriel. C'est-à-dire que l'industriel qui se source 100% renouvelable devrait avoir un bilan carbone qui correspond à la manière dont il a sourcé son énergie pour produire son panneau. Ok. Une question, c'est les projets solaires de grande envergure sont-ils adaptés au territoire français? Parce qu'effectivement, on voit effectivement les grands déserts américains, les grands déserts du sud de l'Espagne. Mais est-ce que effectivement, nous, la France, qui est quand même un pays où il y a moins de surface, est-ce que c'est adapté? C'est une question qui reste ouverte. Alors, il y a 2 projets en France qui sont en cours de développement, qui font plus de 400 hectares chacun, sur lequel on va supprimer pour le coup des zones agricoles, des zones boisées, et on va. Voilà. Effectivement, il n'y a pas de désert, et ces projets-là, est-ce que ça va devenir des Notre-Dame-des-Landes? Je pense, je ne sais pas. Après, là, c'est un débat un peu. Mon point de vue est que là, pour le coup, on est vraiment sur des tailles trop importantes pour le territoire français. Je pense que des projets de l'ordre de 40, 50 hectares, on en trouve sur des terrains, comme je le disais tout à l'heure, où on va trouver une cohérence urbanistique, voilà, que ce soit en partie des friches ou des zones peu exploitées, que ce soit. Alors après, il y a un concept, et on va en parler, d'agrivoltaïsme qui peut être intéressant, mais je reste persuadé que les très grands projets d'un seul tenant, uniquement pour faire du solaire, sur, on va dire, au-delà de 50 hectares, ce sera des choses très compliquées à développer dans ce pays. Et d'un point de vue purement citoyen, on va dire que voilà, ça me convient assez bien.
Je pense qu'une collectivité, le schéma idéal pour moi, c'est un projet de 10 hectares dans lequel une collectivité est partenaire, est associée. Avec un partenaire privé, on va dire à 70%, 30% de la collectivité, 10 hectares, ce qui correspond souvent à la consommation électrique du territoire, et tout ça, ou en tout cas qui fait un pourcentage significatif d'une communauté de communes ou d'une grosse commune, et qu'on ait tout un tas de ces projets-là éparpillés, on va dire, un petit peu partout en France, je trouve ça plus intelligent que d'essayer de développer ces très très grands projets en France. Et pourquoi pas, est-ce qu'aujourd'hui, si on fait le calcul rapidement, on se rend compte qu'équiper juste une toiture sur 2 en France produirait plus que tous nos besoins énergétiques et électriques produits par les centrales nucléaires sur un an. Du coup, pourquoi pas se limiter uniquement aux toitures? C'est une question. Je pense que parce que est-ce que tu penses que le panneau a son utilité au sol? Enfin, je sais pas, après, avantage et inconvénient, c'est qu'il y a un coût qui est plus bas au sol, c'est sûr que rien ne vaut, en termes de coût de kilowattheure, c'est vrai que c'est moins cher de le mettre au sol parce que la main-d'œuvre est moins chère. Mais en toiture, c'est vrai que c'est déjà artificialisé. Donc pourquoi, voilà, donc c'est une question. Alors, la question est intéressante. En fait, la démarche naturelle a été celle-là, de se dire, ben, si on cumule la totalité des toitures, on voit qu'on peut atteindre nos objectifs. Il y a une étude qui a été faite qui est relativement intéressante, une fois qu'on cumule toutes les contraintes, c'est-à-dire les toitures qui sont mal orientées, les problèmes de tenue des charpentes, parce que ce qu'il faut voir, c'est que typiquement, on est souvent confronté à cette problématique-là, c'est-à-dire que quand on doit équiper un toit en solaire, de temps en temps, on enlève des tuiles, donc on enlève du poids par rapport à la toiture initiale, sauf que les normes ont tellement évolué entre la construction du bâtiment et maintenant, c'est-à-dire que les facteurs de charge sont maintenant beaucoup plus contraignants et on ne peut pas faire ce type de projet. C'est-à-dire que les toitures qui existent aujourd'hui, on ne va pas les démonter mais quelque part, si on devait les réinstaller de la même manière, on ne pourrait pas en termes de tenue de charpente. Et il y a une analyse qui a été faite et qui est assez intéressante qui fait apparaître qu'il y aurait moins de 15% des toitures équipables à ce stade. Donc, après, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'on va détruire un bâtiment, on va concevoir des nouveaux bâtiments qui sont, pour le moins, qui seront tous facilement équipables. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu simpliste, je ne sais pas si c'est le mot, c'est un peu simple que de dire on regarde les toitures, on met des panneaux partout et ça va passer. Non, beaucoup de toitures ne sont pas équipables. D'accord. Donc pour moi, ça restera un mix entre les deux, surtout si on va sur des terrains qui n'ont pas de vocation à faire autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ancienne carrière, ancienne décharge, terrain, voilà, on équipe certaines zones d'activité qui n'ont pas été, donc qui sont des zones constructibles et pour lesquelles il n'y a pas eu de construction, etc. Il y a encore cette possibilité-là. Et dernière possibilité qui commence à apparaître, qui est cette notion d'agrivoltaïsme. C'est-à-dire, pourquoi ne pas faire cohabiter l'agriculture et le photovoltaïque sur un même terrain au détriment ni de l'un ni de l'autre. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, non, mais il reste tout à inventer sur ces domaines-là. Mais c'est possible, ça existe. Je pense qu'il y a tout un tas de contextes où cette cohabitation est tout à fait imaginable. Ok. Du coup, il y a une question de Laurent qui demande l'étude que tu donnes sur les 15% uniquement des toitures qui seraient équipables. Est-ce que tu pourrais nous l'envoyer par mail? Je le mettrai dans le post. Si tu peux je vais essayer de remettre la main dessus. Je crois que c'est oui. En fait, ce qui avait été fait, c'est que justement, il y avait eu une publication de l'ADEME et après, justement, il y avait une étude qui avait un petit peu taclé ce truc-là. Je remettrai la main dessus. Oui, si tu tombes dessus, avec plaisir. Envoie-le-moi par mail et moi je le mettrai dans le post. Après, quand on fera le replay, je le mettrai en lien pour ceux qui veulent. Après, il y a une question de Gilles qui te pose à propos des panneaux flottants sur la surface flottée. Est-ce que c'est du potentiel important en France ou pas du tout? C'est un marché de niche? Alors nous, on a un projet, c'est le premier, donc on répond sur… c'est un peu les deux, il y a un potentiel qui apparaît, je ne sais pas jusqu'où ça peut nous mener, mais il y a tout un tas
de zones d'irrigation où encore une fois, ces anciennes carrières qui ont été après inondées et qui sont pas, c'est des zones qui sont protégées où on n'a pas le droit d'aller, que ce soit pour le loisir, etc. Donc, difficile à chiffrer aujourd'hui quels seront les volumes, mais je pense qu'il y a probablement plus d'un giga ou 1,5 giga à faire avec ce type d'installation. Ok. Une question sur les business models. Dans les premiers temps du solaire que tu as connu, l'éolien, c'était la revente totale. C'est-à-dire qu'on revendait tout ce qu'on avait des contrats de 20 ans, ça commence, c'est terminé maintenant. Donc on est maintenant en complément de rémunération, c'est-à-dire que effectivement, tu vends l'énergie au marché et c'est effectivement l'État qui assure un prix minimum pour pouvoir effectivement inciter les banques à pouvoir financer. Et là, maintenant, on rentre dans une période où j'ai l'impression que c'est les PPA corporate qui s'imposent, c'est-à-dire que c'est des fabricants qui installent sans aucune subvention, sans aucune aide, sans l'État, et qui se mettent d'accord entre des acheteurs et donc des acheteurs d'énergie et des producteurs d'énergie. Est-ce que tu penses que... Alors, c'est quoi l'étape d'après? Est-ce que tu vois une étape après? Et à partir de quand il n'y aura plus que des PPA? C'est quoi pour toi le planning? Comment ça va évoluer dans les années qui viennent? Alors, déjà, le PPA, même dans le modèle tarif, on va dire, obtenu au travers de la CRE pendant 20 ans, il existe déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, les business models, on a découvert la fonction sur Excel, tu sais, où tu cliques et puis tu peux étirer. Au début, on ne savait pas qu'il y avait plus de 20 colonnes, on restait sur les 20 premières années. Et on a vu qu'après, on pouvait étirer, donc on s'est amusé à étirer. Plus sérieusement, parce que la technologie, en fait, typiquement, Trina, on propose des panneaux garantis 30 ans. Donc, il n'y a pas de sens d'étudier un business model sur 20 ans si le panneau est garanti 30 ans. Donc, on va maîtriser le projet, on va construire un projet sur 30, 40 ans. Mais on obtient un tarif que sur 20. Donc, de l'année 21 à l'année 40, c'est pour ça que je dis qu'il existe virtuellement, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas signé, on ne sait pas. Mais on est bien obligé de se projeter sur le prix de l'énergie qu'on va vendre de l'année 20 à l'année 40. Et là, on se dit, on va effectivement vendre cette énergie au travers d'un PPA. Donc ça, on va dire que tous les business models de tous les projets qui obtiennent un tarif ont quelque part en tête une deuxième vie avec un PPA. Ceux qui ont une première vie avec un PPA, c'est les projets qui aujourd'hui ne peuvent pas aller à la creux, et il y en a. C'est-à-dire qu'il y a toute une catégorie de projets pour des raisons environnementales, de catégorie où on obtient le permis, mais malheureusement, on ne peut pas aller à la creux. C'est une autre aberration de ce système, mais peu importe. Donc là, on va se tourner directement vers des fournisseurs d'énergie ou des gros consommateurs d'énergie qui vont, signer des contrats. Alors, c'est pas sans impact sur le business model parce que ces contrats-là sont des contrats de moyenne durée. On va dire, on n'est pas sur 20 ans, hein, on est plus sur des 10, 12 ans. Alors là, il s'en est signé un dernièrement sur 20 ans entre Total Quadrant et Orange. Mais c'est plutôt rare. Normalement, on est sur des durées plus courtes que les. Voilà. Mais voilà, et pour répondre à ta question, à quel moment ça va complètement surpasser, on va dire, le système tarifaire, pour moi, les tarifs vont mourir de leur belle mort. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense qu'on aura encore des appels d'offres et puis nous, on n'ira plus parce qu'on aura des PPA qui nous donneront des perspectives peut-être plus intéressantes, justement parce que trop de contraintes liées au projet sur la candidature à l'appel d'offres creux. Donc, naturellement, les développeurs se rapprocheront des PPA. Quand le modèle sera plus intéressant en PPA, donc on ne candidatera pas à la creux, puis il n'y aura pas les volumes, et puis le système creux va s'arrêter. Allez, je mets un petit billet. Pour moi, dans 5 ans, on est totalement sur un système ou de marché, vente au marché, ou PPA. D'accord, ok. Merci pour ce retour. Alors, on arrive à la fin. Il ne reste plus que 1 minute ou 2. Là, il est 29, Jérôme. Donc, la dernière question un peu que je pose de manière traditionnelle sur le Café Débat comme Watt, c'est parmi toutes les certitudes que tu as, si tu en as des certitudes, parmi ces certitudes que tu as, est-ce qu'il y en a une qui est peu partagée?
fait que tu dis, tiens, c'est bizarre, je suis certain de ça, et pourtant les gens autour de moi, ils ne sont pas persuadés de ça, c'est incroyable. À chaque fois, je suis obligé d'argumenter, de discuter, et là, c'est un truc qui, j'en suis sûr à 100%, et pourtant les autres, ils ont du mal à percuter. Est-ce que alors, oui, il y en a une. Il y en a une parce qu'effectivement, c'est lié au fait qu'on parlait tout à l'heure des 27 ans dans ce métier-là et qu'au départ, je m'étais moins auto-persuadé au départ quand on me disait mais c'est marginal, vous atteindrez jamais mais le dixième de pourcent d'énergie, on remplacera jamais le nucléaire, on n'éteindra pas les centrales, etc. Et je m'en étais presque persuadé au départ. Parce qu'effectivement, on travaillait sur des technologies, des éoliennes qui faisaient 20 kilowatts, alors que là, on parle de mégawatts, etc. Donc le 100% renouvelable, j'y ai pas cru, et puis maintenant, j'en suis, mais alors totalement convaincu, et je le vois arriver beaucoup plus tôt que ce que moi j'imaginais. Et je continue à voir des gens qui rentrent là-dedans et qui continuent à tenir un discours, disent ouais, mais bon, la proportion, à un moment, ça va s'arrêter, il y aura toujours du nucléaire et on ne l'arrêtera pas. Et, voilà, et là-dessus, je continue à me battre parce que voilà, c'est inéluctable, c'est totalement inéluctable. Voilà, tout ce qu'on a pu discuter aujourd'hui, c'est finalement à quelle vitesse et dans quelles conditions. Mais le train est en marche, on n'arrêtera pas. Et je suis persuadé que à ma retraite, on touchera le 100% renouvelable, ou peut-être un peu après la retraite. Voilà. c'est dans combien de temps le 100% là? Parce que je ne connais pas ton âge. Je ne sais pas, il faut bosser jusqu'à combien maintenant? 70 ans? Ah ouais, c'est ça, ouais, la retraite, c'est un truc un peu bizarre, un peu simple. Donc, allez, 20 ans, dans 20 ans, mais pour moi, voilà, Tu penses qu'en 2040, on sera à 100%? Ouais, 2040. Oui. Là, on est sur des accélérations qui, pour moi, sont assez fulgurantes. On va arrêter des centrales. Enfin, ça a plus de sens. J'entends encore des choses assez aberrantes à la radio, même encore sur France Inter il n'y a pas très longtemps, là, qui m'ont bien énervé, mais sur le nucléaire. Mais non, tout ça va disparaître. On a touché cette technologie, je pense, dans l'évolution de l'homme un petit peu trop tôt. Je parle du nucléaire. Hein. Voilà, c'était comme ça. On a eu besoin. Je pense qu'on a eu besoin du fossile pour sortir de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'était très bien. On l'a utilisé. On a évolué très, très vite par rapport à ça. Mais maintenant, on va sortir de tout ça. Et pour le coup, quand on voit les chiffres, quand on voit que là où on me disait, moi, il y a 20 ans, vous n'atteindrez jamais le pourcent, ben là, on dit, bon, ben, le solaire, c'est déjà 4% de notre électricité, donc ça sera 8 dans 5 ans, donc ça sera 10, et puis il y aura l'éolien. Voilà, celui qui dit aujourd'hui, en tout cas, je me bats contre ceux qui disent aujourd'hui que ça reste une utopie. On n'est plus dans le domaine de l'utopie. Ok, eh ben, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérôme, et puis merci à tous pour vos questions et vos participations. Et puis, merci d'être fidèle à Comwat TV. Et puis demain, on mettra en replay la vidéo. Merci, bonne soirée. Super. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.